Donc bonjour à tous, Lucie Morin de la ferme expérimentale de Normandie, la Blanche Maison. Et moi, je vais vous parler d'une gestion de la reproduction permettant d'organiser le travail. En fait, cette présentation va s'inscrire dans le cadre du système de polyculture élevage en agroécologie qu'on mène depuis 2017, pour lequel je vais vous faire un rapide résumé. Mais on a 88 vaches laitières normandes avec pour principal objectif de produire du lait, avec des travaux sur les périodes de reproduction, on va y revenir, sur le renouvellement du troupeau, sur l'alimentation, avec pour principal objectif d'équilibrer la ration par les fourrages. Pour ça, on a 96 hectares disponibles, avec l'herbe au cœur des rotations, avec un petit atelier viande, et puis des travaux sur la finition des vaches laitières, puisque je ne l'ai peut-être pas dit, mais on est en 100% vaches normandes, et donc du coup, la race étant connue pour sa mixité, on essaye aussi de travailler sur la production de viande de l'atelier. Ce système est suivi depuis 2017, on suit les performances techniques, économiques, environnementales et sociales grâce à un tableau de bord et qui nous permet d'améliorer les résultats de durabilité de ce système. Alors je vais en venir au calendrier de reproduction pour organiser le travail. En fait, on a 4 bandes. Donc, 4 bandes avec des trimestres, enfin, avec une gestion de la reproduction en trimestre, c'est-à-dire que 6 semaines, on est en période de vélage sur une bande, et pendant ces mêmes 6 semaines, une autre bande est en période d'IA. Donc, 6 semaines de surveillance accrue du troupeau, et les 6 semaines d'après, on est avec une surveillance moindre du troupeau, puisqu'il n'y a ni vélage, ni IA. On a fait caler les périodes où il y avait ni vélage ni IA, avec des périodes où il y avait autre chose à faire dans nos systèmes de polyculture élevage. Donc c'est-à-dire que du 15 mars au 30 avril, on prépare les semis de printemps, on fait la mise à l'herbe, les premiers ensilages d'herbe. 15 juin, 30 juillet, les foins, les moissons, les congés d'été. 15 septembre, 30 octobre, ça peut être encore des congés, mais préparation, ensilage de maïs. Préparation des semis d'automne, et 15 décembre, 30 janvier, celle-ci est un peu plus particulière parce que une grande partie des animaux est en bâtiment et donc l'astreinte autour de l'élevage reste importante, mais il est plus facile de se faire remplacer pour les fêtes de fin d'année ou pour aller à la montagne. S'il y a ni vélage ni IA sur l'exploitation, on n'aura pas de dépassement d'horaire d'un service de remplacement ou de difficultés à gérer autour d'un vélage. Donc c'est 4 périodes de 6 semaines de reproduction, donc c'est 2 cycles hormonaux des vaches, 6 x 7, 42, donc 2 x 21. L'objectif de ça, c'était vraiment d'organiser le travail. Le premier objectif était un objectif d'organisation du travail, et un deuxième objectif un peu plus filière, qui est d'obtenir une meilleure régularité des livraisons laitières par rapport à du vélage groupé en 1 ou 2 périodes. L'avantage de la conduite, c'est qu'elle permet que les événements de reproduction ont lieu à date fixe. C'est-à-dire qu'on a 4 jours de tarissement dans l'année, avec quelques tarissements exceptionnels qui peuvent avoir lieu pour des vaches particulières quelques fois dans l'année, mais on a 4 chantiers de tarissement. Et puis tous les événements liés à la reproduction, c'est-à-dire diagnostic de gestation, suivi de fécondité, ont également lieu à date fixe, et on peut dès à présent, avec le prestataire génétique, caler les dates pour l'année et donc organiser le travail. En fait, on a voulu aussi objectiver ça sur les 2 dernières années en faisant des enregistrements de temps de travail pour voir réellement quelles sont les différences de temps de travail sur les travaux d'astreinte entre une période avec vélage et avec IA comparée à une période sans vélage et sans IA. On a donc positionné, donc là je vais vous présenter les résultats sur une période, positionné des balises GPS sur les salariés de l'exploitation avec notre partenaire Littoral Normand, et traiter les données par zone d'intervention. C'est-à-dire que l'ensemble de l'exploitation a été zoné, et le traitement de la donnée s'est fait par zonage pour analyser la donnée en tout cas. Donc on l'a fait sur une période, l'autre période on n'avait pas la comparaison avec et sans IA, donc sur une seule période, et c'était du 1er juin, de fin mai jusqu'à fin juin. Donc on avait une période sans vélage et sans IA, et une période avec IA et vélage. Et donc quels ont été les principaux résultats?
Donc là, vous avez présenté la différence de temps de travail par jour entre une période avec IA et avec vélage et une période sans IA et sans vélage. Et donc, on a le même temps en salle de traite. Alors, j'ai pas parlé de l'effectif trait, mais effectivement, lors d'une période sans vélage et sans IA, on a aussi une diminution de l'ensemble des animaux traits, puisque on attarie les animaux qui vèlent à la bande suivante à la suite du dernier vélage. Mais là, on a le même temps en salle de traite puisqu'on était en début de période sans vélage et sans IA. Et donc, du coup, avec le tarissement n'étant peut-être pas encore fait, j'ai pas vérifié. Le soin au veau, par contre, on a plus 1 heure en période d'IA et de vélage. On est à plus 1 heure de surveillance des chaleurs génisse, plus prépa IA, c'est-à-dire aller bloquer la génisse pour l'insémination, etc. Et 40 minutes de surveillance vache-tari, plus le vélage, c'est-à-dire ramener le veau, aller chercher le veau au champ, là les vélages étaient au pâturage là, sur cette période, et donc plus 40 minutes par jour. Donc au total, on est à 2h40 d'astreinte par jour en période d'IA et de vélage supplémentaires. Et donc, pour conclure, cette gestion de la reproduction permet de limiter le temps de travail d'astreinte de 2h40 pendant 6 semaines chaque trimestre. Donc, c'est assez important. Donc, pendant ces autres périodes, ces 6 semaines, en fait, il y a eu d'autres choses de fait. Quand on regarde le zonage, il y a plus de temps de passer dans l'atelier, à l'entretien du matériel, il y a plus de temps passé dans les parcelles, etc. Ça permet d'organiser le travail, de spécifier les tâches de travail et de mieux planifier le besoin de main-d'œuvre. Les salariés prennent leur congé pendant des périodes spécifiques, du coup, qu'on organise en fonction de leurs responsabilités sur l'élevage. Est-ce qu'il y a des questions dans les autres salles? Non? Alors ici. J'ai pas de questions à distance pour le moment. Bruno, vas-y. Ouais, par le micro. Ah bah oui. J'ai retenu la leçon d'attendre le micro. Bruno Faucheron, Chambre d'agriculture France. J'avais une question au-delà de l'aspect temps de travail, optimisation par rapport aux salariés présents. Est-ce qu'il y a eu une approche économique de réaliser? Je pense notamment par rapport à la grille de paiement du lait en fonction de la saisonnalité. Est-ce qu'il y a aussi eu un aspect par rapport au tarissement sur la libération de pâture ou l'aspect économique justement de positionner le tarissement à des moments où les bovins vont pas coûter non plus par rapport au système de l'exploitation. Donc, est-ce que ça a été raisonné dans la globalité ou seulement sur l'aspect temps de travail? Oui, c'est raisonné dans la globalité. Alors, j'ai pas effectivement par bande le coût de la vache-tari spécifiquement. L'objectif était d'organiser le travail. Effectivement, c'était la première entrée sur cet aspect-là, sur l'aspect reproduction. Après, oui, le tarissement, on a effectivement fait quelques évolutions, puisqu'effectivement, maintenant on tarie pour qu'on ait un tarissement moyen du lot à 60 jours, et justement pour ne pas se dire à la suite du dernier vélage où on pouvait avoir des tarissements un peu longs. Et donc du coup, on a fait évoluer un petit peu les choses, mais effectivement, tout est pris en compte. Et on regarde aussi bande par bande après la production laitière. On va pas jusqu'à chiffrer le coût alimentaire de chacune des bandes, mais on pourrait le faire. Mais bon, après l'objectif c'est vraiment de la durabilité du système global, quoi. Oui, après on fait sur le global, mais tu vois, on le fait pas bande par bande, puisque l'objectif c'est vraiment de faire vivre les 4 bandes ensemble. Et certains éleveurs, du coup, on est en contact avec eux, ont mis en place là, donc on va suivre dernièrement, depuis 1 an. Donc on va suivre aussi chez eux les évolutions pour avoir des retours d'expérience, quoi. Il y a des questions là et deux là-haut. Merci. Moi j'ai une question
question, puisque dans la gestion, enfin, dans l'organisation du travail, il n'y a pas ce qui va être lié à la traite, ça va être aussi l'élevage des génissons, en fait, hein, très clairement. Et quand on mène ça par bande, il y a deux choses, à mon avis, qu'il faut prendre en compte pour avoir un petit peu la 360. La première chose, c'est la possibilité de faire quand même des vides sanitaires entre les bandes pour les petits veaux, savoir comment on fait tourner ça, parce que là, l'impact économique, il peut être catastrophique si c'est mal géré. Et la deuxième chose, c'est selon la naissance de ces veaux, la période de naissance de ces veaux, certains vont nécessiter plus de travail parce qu'ils vont rester en bâtiment plus longtemps, alors que d'autres vont être finalement sortis plus vite et donc libérer un temps de travail. Donc il y a, voilà, le périmètre, il ne peut pas s'arrêter seulement pour l'organisation du travail à la traite. L'astreinte, elle n'est pas que là. En fait, et j'ai bien conscience que c'est déjà un beau travail de fait. Hein, mais, Du coup, dans la partie soins au veau, il y a effectivement cette partie-là quand même de gestion du veau et de la nurserie. On n'a pas été justement... Enfin, on l'a, hein, on a tous les chiffres sur l'élevage des animaux et tout ça. Enfin, l'élevage des génisses, le temps passé dans les pâtures des génisses, à les surveiller pour le pâturage tournant, etc. J'avais 5 minutes, donc j'ai choisi quelques critères présentés. Mais effectivement, le vide sanitaire, c'était une des raisons de la mise en place de ces 4 périodes et aussi la mise en place d'élevage de veaux à l'herbe dès 10 jours, puisque nous, ils vont à l'herbe dès 10 jours. Donc ils sortent, sauf sur la bande 4, la bande de novembre-décembre, où ils restent en bâtiment jusqu'à 5-6 mois. Le reste, ils sont à l'herbe dès 10 jours, donc voilà, là, il n'y a pas forcément d'évolution. Mais ça nous fait gérer 4 lots d'animaux, globalement, par an. Donc on peut regrouper de bande par de bande, mais effectivement, ça, c'est une vraie question sur le nombre de lots à gérer. Et ça impacte forcément nos pratiques derrière de pâturage et de dynamique du pâturage, en tout cas. J'ai une question à distance sur les performances du troupeau, Lucie, avec cette gestion en bande. Alors, performance générale, performance de reproduction Performance générale, je pense, ouais. Alors, globalement, c'est difficile de répondre comme ça, mais on est sur des vaches qui produisent à peu près 7000 kg de lait par vache en race normande, avec des performances de reproduction. Du coup, le fait qu'on ait 6 semaines, 6 x 7, 42, je vous l'ai dit, 2 IA, c'est très contraint. Donc, des performances de reproduction qui dépendent des périodes et des bandes, enfin des années et des bandes, j'ai envie de dire. Donc voilà, je ne sais pas si tu vas aller plus loin dans les performances globales, mais sinon, tous les résultats sont sur le site PharmXP pour avoir les résultats techniques. Super ouverture, je vais remettre le lien du résumé d'études dans le chat. Parfait. Bon, on peut passer à la suite, je pense. Il y avait d'autres. Ah pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Il y avait même 2 questions là-haut. Peut-être s'entretenir ça. Les bandes ne sont pas homogènes chaque année. On peut avoir, là je vous ai dit 88 vaches, ça c'est dans la théorie. Normalement c'était 4 fois 22 vaches par bande dans notre schéma théorique au départ. Effectivement, on va de 18 à 30, 35 animaux gestants par bande. Mais en fait, c'est pas un problème. Et c'est pas tous les ans la même bande qui peut bricoler, comme vous avez dit. Et en fait, on s'est posé la question en comité technique, hein, mais on s'est dit que c'était pas un problème de gérer cette hétérogénéité d'effectifs dans les bandes, puisque c'est pas tous les jours, tout le temps la même en tout cas. Voilà. Ce sera la dernière. Il marche pas le micro. Tu peux reformuler la question du coup? Ouais, alors c'est le ressenti des salariés vis-à-vis de la technique.
bah, pareil, il y a une vidéo FarmXP où vous les entendez témoigner. Donc, vous pouvez avoir leur propre témoignage sur la vidéo. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pendant les périodes de non-vélage et non-IA, on s'occupe de la repro quand même, puisqu'il faut, c'est bien de commencer la période de repro avec une chaleur de référence. Alors on est aidé par le monitoring, mais d'avoir une chaleur de référence, et puis on fait les diagnostics de gestation et suivi fécondité avant la mise à la repro. Donc ils sont contents quand se termine la période de vélage quand même. En fait, c'est un soulagement, et puis ils sont contents quand ça reprend aussi, puisque du coup, bah voilà, c'est le cycle, normal. Donc globalement, et ça vraiment le fait de spécifier les tâches de travail, ils savent que sur cette période-là, ils sont à fond dans la repro, autour de l'astreinte, de la surveillance. Et j'observe ça comme ça, mais ça libère l'esprit aussi. Sur une phase, sur une période, on se dit, bah là, bon, on n'a plus de repro à gérer, on trait, sans surveiller, en surveillant moins les chaleurs, etc. Donc il y a vraiment une partie, je me libère l'esprit pendant une période où je vois une vache en chaleur dans le troupeau, je me demande pas où elle en est, voilà. Il y a vraiment une période plus cool pour le cerveau. Merci. Donc, on va enchaîner avec la petite vidéo sur le drone. Alors, pourquoi s'intéresser aux drones? Car aujourd'hui, les drones sont des outils aussi accessibles qu'un smartphone, mais que derrière cette accessibilité, beaucoup de questions très simples ont encore des réponses très complexes. Il existe de nombreuses questions sur l'utilisabilité du drone en élevage. Ces questions portent notamment sur les tâches réalisables avec l'outil, la réglementation liée au drone, la facilité du pilotage, le choix de l'outil en tant que tel, la réaction des animaux face à cet outil. Le drone est-il un gadget ou un outil vraiment utile? Derrière cette autre question, de nombreuses sous-questions. Permet-il un gain de temps? Quel est son impact sur les performances techniques de l'élevage? Quel est son coût et son retour sur investissement? Est-il adapté à ma conduite d'élevage? Le drone en élevage sera principalement utilisé pour faciliter l'observation des animaux, comme une super de jumelles qui peut s'élever au-dessus d'obstacles et vous apporter une vision du ciel. Dans cet exemple, un éleveur pourra observer et compter des animaux disposés à plus de 2 km de sa position. Notre méthodologie pour répondre à vos questions a été tout d'abord de déployer des drones dans la ferme de Ferminov, en bovin-viande sur des paysages de prairies, et dans la ferme de Carmejane, en ovin-viande dans des paysages de prairies, de parcours et d'estives, et bien sûr dans bien d'autres élevages en France. Nous avons également analysé la réglementation. Nous avons échangé avec de nombreux acteurs comme des éleveurs, des vendeurs de drones, des formateurs au pilotage et des chercheurs. Alors le drone est-il utilisable en élevage? Oui, mais pas trop loin de vous, pas partout et en respectant certaines conditions. Pour y voir plus clair, on vous résume tout dans un guide qui paraîtra dans les prochains jours. Pour mesurer l'utilité du drone, nous sommes basés sur l'utilisation du drone pour faciliter l'observation d'animaux lors des tournées journalières sur un grand îlot fourragé d'une 60aine d'hectares, et nous comparons d'un côté une tournée à pied et en pick-up avec une tournée facilitée par le drone sur cette plateforme fourragère. Le projet Icarus sur Ferminov, on utilise le drone tous les 2 jours. On fait des récoltes de données sur troupeau afin de voir si le drone nous permet de gagner du temps ou pas, et ce qui nous permet de faire comparativement à si on fait le tour de manière classique avec le 4x4. Lorsque les tournées sont facilitées par le drone, l'éleveur se pose à l'entrée de la plateforme fourragère et va envoyer son drone au-dessus des différents îlots ou paddocks
pour avoir des informations sur le nombre d'animaux, leur état de santé, la pousse de l'herbe, l'accès à l'eau ou l'état des clôtures. En pratique, nous avons mesuré le temps de travail nécessaire pour la tournée lorsqu'elle était faite avec et sans le drone, et nous avons aussi recueilli le ressenti des éleveurs pour avoir des paramètres qualitatifs des autres dimensions du travail. Nous mesurions aussi les consommations en carburant du pick-up dans ces deux systèmes et en électricité pour recharger les batteries du drone. Ensuite, à partir de toutes ces informations, nous croiserons l'investissement nécessaire et les différents bénéfices comme éventuellement des bénéfices sur le coût de la main-d'œuvre. D'avril à fin octobre, on utilise à Ferminov un drone. Il nous permet le comptage des vaches, la vérification des abreuvoirs, des cours d'eau. On a une caméra thermique qui nous permet de retrouver des veaux, par exemple, qui sont cachés quand il y a beaucoup de végétation. C'est un outil qui me permet personnellement de gagner 30 minutes sur ma tournée quotidienne. Il ne va pas substituer la vision réelle d'un éleveur, mais il peut faire gagner beaucoup de temps en période de semis, de fenaison, de moissons.